Il est 14h30, soyez les bienvenus dans LCI Direct. L'Iran jure de se venger après la mort d'Ali Laridjani. Ses obsèques ont été célébrées ce matin avec celle de Gholam Rez Soleimani, dirigeant des Bassidji, lui aussi éliminé par l'armée israélienne. Des milliers de partisans du régime, dont certains en pleurs, ont suivi les cercueils dans les rues de Téhéran. Une cérémonie retransmise en direct à la télévision d'État. Après une vie de lutte pour l'élévation de l'Iran grâce à la révolution islamique, il réalisa enfin son aspiration de longue date. Il répondit à l'appel de Dieu, fier de son service. Il atteignit la grâce et la douceur du martyr. Allons plus loin pour comprendre ce qui se passe en ce moment avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir Grégory Phillips, bonjour, rédacteur en chef international sur LCI. Hilda Degani-Schmidt, bonjour, vous êtes franco-iranienne, membre de l'association Nowrouz. Jean-Antoine Duprat, bonjour, vous êtes géopolitologue et ancien professeur associé à la Sorbonne. Et le spécialiste des questions de défense, Guillaume Lagan, va nous rejoindre dans un instant. L'Iran promet de se venger après les éliminations en série de ses plus hauts responsables, dont celui qui dirigeait l'Iran il y a encore quelques heures, Ali Laridjani. La guerre va frapper tout le monde, promettent les gardiens de la révolution. Qu'est-ce que ça veut dire, Grégory Phillips ? Ça veut dire que quelqu'un en Iran, et j'ai un peu de mal à vous dire qui dirige le pays aujourd'hui, continue évidemment de promettre la vengeance après la mort du guide suprême Khamenei le 28 février. Et il faut noter que l'Iran garde des capacités à la fois en termes de missiles et de drones, puisqu'on a vu des frappes en Israël ce matin dans la grande banlieue de Tel Aviv. On a vu aussi des missiles lancés vers les pays du Golfe. Donc au moment où on se parle, au 19e jour de guerre, l'Iran a encore les moyens de frapper ses voisins jusqu'en Israël. Maintenant, la question de savoir qui dirige l'Iran aujourd'hui est une vraie question. Vous aurez noté donc les éliminations successives de tous ces dignitaires, et Laridjani est évidemment une figure extrêmement importante, puisque de fait c'est un peu lui qui dirigeait le pays depuis pas mal de temps, mais on n'a toujours pas vu le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, qui a été nommé à la suite de son père et qui, à ce jour, depuis, je crois, 10 jours, n'a fait aucune apparition publique. Donc on est incapable de savoir s'il est aux commandes ou pas. Hilda Degani-Schmidt, comment vous interprétez à la fois cette cérémonie de deuil et cette démonstration de force de la part du régime iranien? Il veut montrer à l'Occident que malgré le fait que le régime était en grande partie décapité, qu'il est toujours présent et qu'il a des soutiens. Je pense que cette séquence s'adresse surtout à l'intérieur, aux partisans du régime. En effet, c'était le dirigeant après Khamenei, puisque le fils, donc, on l'a jamais vu après les frappes du 28 février. Et je pense que l'idée, c'est de dire, on est encore fort et ils vont voir. D'ailleurs, tous les jours, ils mentent en disant, nous avons tué Netanyahou, nous avons frappé ceci et cela. En tout cas, cet homme-là, associé au commandant des Bassidj, qui ont été décimés hier, tout comme le ministre de renseignement iranien cette nuit, si j'ai ma mémoire est bonne, ce sont encore une fois des personnalités clés qui restaient à ce niveau de commandement. Et moi, je m'en réjouis parce que c'était des gens qui étaient à la fois responsables des derniers assassinats tout au long de ce régime, mais surtout des assassinats des 8 et 9 janvier, mais aussi de la mort de notre soldat tombé sur la base militaire, je crois à Abu Dhabi, si ma mémoire... En Irak, pardon. Et donc, en ça, je suis particulièrement contente de ce que les soldats libérateurs ont réussi en ce premier jour des festivités du Nouvel An iranien hier. Guillaume Lagan nous a rejoint, bonjour. Vous êtes spécialiste des questions de défense et des relations internationales, maître de conférences à Sciences Po, auteur de ce livre, entre autres, Géopolitique de l'Europe, aux éditions PUF, sur ce régime qui promet de se venger. De quoi est-il capable quand il nous promet à tous des représailles ?
Alors, vous savez, l'Iran, depuis 47 ans qu'elle agit dans les relations internationales, elle a fait la démonstration de toute la palette des nuisances qu'elle pouvait produire pour ses voisins plus ou moins lointains. Ça va de l'attaque terrestre classique, ça c'est la guerre Iran-Irak des années 1980-1988, jusqu'aux mesures de déstabilisation qui passent par exemple, des groupes ou des milices rebelles dans les pays voisins. Je pense à l'Irak, je pense au Liban, je pense au Yémen, jusqu'enfin à la manipulation de groupes terroristes en Occident. Vous savez, par exemple, dans les années 80, on s'est beaucoup interrogé sur les cibles d'un groupe d'extrême gauche qui s'appelait Action Directe et qui s'en prenait à des dignitaires de l'État français très particuliers. Donc beaucoup se sont demandé si on ne leur avait pas du côté de Téhéran soufflé à l'oreille certaines de ces cibles. Donc évidemment, l'Iran peut produire beaucoup de nuisances. Elle peut aussi peut-être, et je termine là-dessus, utiliser des armes qu'elle n'a pas encore apparemment mobilisées. Alors l'arme nucléaire, c'est un peu tôt parce que apparemment leur programme est quand même en grande difficulté depuis les attaques de la guerre des 12 jours l'année dernière. Mais est-ce qu'elle ne possède pas des armes de destruction massive? C'est une interrogation qu'on peut avoir. Je rappelle que pendant la guerre Iran-Irak, elle avait utilisé, tout comme l'Irak d'ailleurs, des armes chimiques. Donc ça pourrait être un moyen de durcissement. Maintenant, permettez-moi de préciser qu'il y a des images en direct de Téhéran. Oui. C'est-à-dire que les cérémonies de funérailles qui ont démarré ce matin se poursuivent. Et on voit la foule qui accompagne les cercueils à la fois de l'Ali Larijani, donc l'homme fort de l'Iran, et de Gholam Soleimani, dirigeant des Bassidji, donc qui sont accompagnés par cette foule. On a vu cette démonstration de femmes en pleurs. Voilà l'image que veut renvoyer le régime iranien. Une cérémonie qui est toujours retransmise en direct à la télévision d'État. Vous pouvez poursuivre, Guillaume Laganne. Non, ce que je disais simplement, c'est que évidemment ces menaces, elles s'inscrivent aussi dans un discours de propagande qui est typique des guerres. Et donc l'Iran a aussi intérêt à menacer le monde entier de conséquences terribles. Ces propos sont peut-être à replacer dans le cadre des difficultés dans lesquelles se trouve aujourd'hui, je pense, l'État iranien, parce que on l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est Grégory qui avait ses propos sur M. Larijani. C'est quand même quelqu'un qui était au cœur du système iranien depuis plusieurs décennies. Le fait qu'il ait été retrouvé, tracé et ensuite éliminé par les frappes israéliennes prouve aux Iraniens que, une fois encore, leur système de sécurité est compromis. Donc je pense qu'il y a peut-être une forme aussi de nervosité de la part de l'État iranien qui cherche à montrer que sa réponse sera à la hauteur du coup qui lui a été porté, puisque 15 jours après l'élimination de M. Khamenei et d'un grand nombre de dignitaires du régime, c'est quand même un nouveau coup dur pour le pouvoir central iranien. Comment analysez-vous cette séquence, Jean-Antoine Duprat ? Oui, alors moi je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. En situation de faiblesse actuellement, l'Iran a toujours eu comme argument, je dirais, de faire pression en prenant des otages. Alors, elle prend en otage sa population, prend en otage les voisins du Golfe. Et donc on est dans cette situation. Après, promettre la vengeance. Quelle vengeance ? Parce que ça fait des années et des années, depuis l'origine du régime, qu'il y a des pressions, des attentats, des opérations diverses contre tous les adversaires du régime, et en général, ils sont nombreux. Et puis, l'autre réflexion que ça me fait, ça me rappelle aussi un certain Vladimir Poutine. Quand il était en difficulté, quand il recevait un coup, il promettait le contre-coup, systématiquement. Et là, on est un petit peu dans ce même type de dialectique qui est un petit peu propre, je dirais, à tous ces régimes autoritaires qui s'appuient sur la force, qui s'appuient sur la répression et qui ne supportent pas, bien entendu, les contre-coups. Et là, on est un peu dans cette situation-là. Et plus ils sont affaiblis, plus ils sont en situation, je dirais, déstabilisée, et plus ils ont tendance à en rajouter une couche et à monter un peu dans l'escalade verbale, mais aussi parfois par des opérations. Et ce qu'il ne faut pas négliger dans cette affaire-là, c'est le risque aussi des cellules dormantes et que les Iraniens ont mis en place un peu partout. Alors par contre, la différence de par le passé, c'est qu'aujourd'hui, quand même, le système, et le régime est quand même d'une certaine manière déstabilisé. Il a des problèmes de communication entre ses membres, il a probablement des problèmes
problèmes de communication à l'étranger. Ces proxys sont quand même relativement en difficulté, puisque on voit bien qu'Israël a quand même porté des coups sérieux au Hezbollah, des coups très sérieux au Hamas, et que les Houthis sont maintenus sous le boisseau par les Américains. Donc on a une situation qui a quand même évolué. Il faut relativiser tout ça, et il y a une part de communication dans tout ça, mais il faut aussi être vigilant. Partons en Iran. Vous le savez, nos reporters, nos correspondants sont mobilisés partout à travers le monde pour vous faire vivre en temps réel ce qui se passe sur le terrain. Retrouvons Siavosh Ghazi, correspondant France 24 RFI à Téhéran. Siavosh, le régime iranien a promis de se venger après la mort d'Ali Larijani et d'autres hauts responsables iraniens. L'Iran qui jure l'enfer à ses ennemis. C'est une foule très très importante qui s'est réunie dans le centre de la capitale, malgré les menaces de frappe israéliennes. Sur cette même avenue Engelab, l'autre jour, alors qu'il y avait déjà un défilé qui se déroulait avec la présence des responsables iraniens, mais aussi d'Ali Larijani en particulier, il y a eu des frappes israéliennes pour disperser la foule, et malgré ces risques de bombardement et de frappes israéliennes ou américaines, c'est tous les redescendus dans la rue pour accompagner Ali Larijani, mais aussi le général Soleimani, mais également les marins qui ont été tués lors d'une frappe par un sous-marin américain qui a coulé un navire de guerre iranien non armé près des côtes sri-lankaises. Et donc cette foule est très déterminée au pouvoir de venger le sang d'Ali Larijani et des autres militaires qui ont été tués, notamment en plus d'Ali Larijani et du général Soleimani. Il y a d'autres généraux qui ont été tués avant-hier soir. Il y a donc une foule déterminée. Le pouvoir, de son côté, est également à un ton particulièrement ferme, puisque plusieurs responsables ont affirmé que l'Iran allait riposter, accélérer, intensifier ses frappes contre Israël, mais aussi les bases américaines dans la région. Mais aussi une menace d'Abbas al-Archi, le ministre des Affaires étrangères, qui a affirmé que les soldats américains dans les pays arabes du Golfe Persique se réfugiaient dans les hôtels ou dans les zones civiles, et des hôtels qui seront la cible d'attaques iraniennes, parce que c'est des cibles légitimes, parce qu'il y a là des soldats américains. Donc une escalade de plus en plus importante dans ce conflit qui a commencé maintenant près de 3 semaines. Merci Siavosh Ghazi, correspondant France 24 RFI à Téhéran. Les Mollahs qui ont perdu un autre haut responsable aujourd'hui. Le chef des renseignements iraniens a été tué. Esmaël Khatib, éliminé par une frappe ciblée à Téhéran. C'est ce qu'a annoncé l'armée israélienne. Israël qui promet de traquer tous les Mollahs. Écoutons le ministre de la Défense israélien, Israël Katz. La politique d'Israël est claire et sans équivoque. Personne en Iran ne bénéficie d'une immunité et tout le monde est dans notre ligne de mire. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et moi-même avons autorisé l'armée à éliminer tout haut responsable iranien pour lequel le dossier de renseignement et d'opération a été clos sans qu'une approbation supplémentaire soit nécessaire. Nous continuerons à les empêcher d'agir et à les traquer tous. Au cours de cette journée également, d'importantes surprises sont attendues sur tous les fronts qui porteront à un nouveau niveau la guerre que nous menons contre l'Iran et le Hezbollah au Liban. Hilda Degana-Schmidt, pour pouvoir éliminer de hauts responsables iraniens, ça veut dire que les renseignements israéliens ont des relais partout en Iran ? Et oui, absolument. Alors, d'abord, le ciel aujourd'hui, le ciel iranien est totalement maîtrisé par les Américains et les Israéliens. Il n'y a plus non plus les forces maritimes, même si nous, on voit les dégâts qu'ils causent en réalité, et le commandement également est décimé. Par ailleurs, la population est derrière les alliés qui leur viennent en aide. C'est-à-dire, en permanence, ils donnent des indications GPS précis de l'endroit où se trouvent les gens, en plus des personnes qui ont infiltré ce régime depuis un certain temps. C'est-à-dire des citoyens normaux qui n'étaient pas destinés à espionner les uns et les autres, s'amusent à les repérer et à les signaler. Alors, on sait que les communications sont vraiment fermées et que c'est extrêmement difficile. Par moment, d'ailleurs, ils ferment encore plus, mais par moment, ceux qui ont des Starlink réussissent quand même à passer les informations. Et alors, il y a quelque chose que je trouve assez amusant, c'est que les Iraniens, donc les civils, ont enregistré les sons des drones
qui tapent, qui frappent les forces de répression et s'amusent à les diffuser devant les postes d'arrêt et de contrôle, et ils fuient. Ils ont peur. En fait, la peur commence à changer de camp, parce que même si nous, ici, on a l'impression que c'est long, etc., eux, là-bas, ils savent qu'il ne leur reste plus grand-chose.